Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une croisière qui aura lieu du 15 au 21 juin de l'année prochaine dans les Cyclades orientales, depuis Athènes jusqu'à Istanbul et Athènes, une boucle qui fait Athènes-Athènes et qui s'arrête à Istanbul. Alors cette croisière est organisée par Les Voyages de Sophie, une agence installée à Marseille, dont la directrice et la fondatrice est Sophie Vivet-Sapi. Alors cette croisière, qu'on a sous-titrée Croisière en ultra luxe, elle aura lieu dans un navire particulièrement luxueux. C'est la raison pour laquelle je vais vous en parler un petit peu longuement. Alors, elle sera accompagnée par Sandrine, qui est votre interlocutrice principale. C'est auprès d'elle que vous avez acheté votre croisière. C'est elle qui vous aidera à choisir votre cabine et qui vous aidera également dans toutes vos décisions relatives à l'achat de cette croisière. Vous serez également accompagné par moi. J'aurai le plaisir de vous faire des conférences à bord du navire. Et donc, comme Sandrine, je fais partie de l'équipe des Voyages de Sophie et j'aurai le plaisir de vous accompagner au cours de cette croisière. Et puis, gros avantage des croisières de Sophie, vous serez également accompagné à terre, cette fois-ci, par des guides francophones qui vous accompagneront sur le site, qui vous feront les visites en français. C'est important parce que l'ensemble du bateau sur lequel nous allons embarquer est un navire anglophone plutôt, et du coup, c'est important d'avoir quand même des Français auxquels se rattacher. Alors, le navire, c'est un grand navire, mais néanmoins, les passagers qui participent au groupe Les Voyages de Sophie seront réunis assez régulièrement. Ils retrouveront leur point de rendez-vous habituel, leur point pour prendre leur apéritif, pour écouter une conférence, pour prendre leur repas. On se retrouvera tous au même moment et donc vous ne serez pas perdus. Alors, le bateau, c'est un grand bateau relativement, c'est-à-dire qu'il fait 900 passagers. Ça peut faire peur. En réalité, il est conçu pour bien davantage de passagers que cela, presque deux fois autant. Mais c'est un bateau complètement neuf. Il a exactement 2 ans, 1 an et demi. Il s'appelle l'Explora 2. Un navire tout neuf, donc flambant neuf, qui sort des chantiers et qui est vraiment fait pour les mers chaudes. Il est, comme vous voyez, pourvu de très nombreux ponts extérieurs. Toutes les suites sont accompagnées de terrasses ou de balcons. Il n'y a pas de cabine intérieure, il n'y a que des suites avec des terrasses ou des balcons. Et c'est vraiment un bateau qui est fait pour les mers chaudes. Alors, c'est un bateau qui peut, encore une fois, en raison du nombre de passagers à bord, ça peut rebuter certains d'entre vous, mais néanmoins, il n'y a en aucun cas jamais le sentiment de la promiscuité. Au contraire, on a partout le sentiment qu'il y a de l'espace, qu'il y a de, qu'on est très, qu'on a énormément de place pour tout. On n'attend jamais nulle part. Il n'y a jamais de queue nulle part. Il n'y a jamais d'embouteillage nulle part. Et c'est extrêmement agréable. Voilà, on rentre dans le bateau par son atrium principal, qui est également l'endroit où se trouve un bar. Et aussitôt, on est frappé par le raffinement, la qualité du décor, le choix des matériaux. Regardez les luminaires, par exemple. Il y a du cuir, du bois, des essences nobles, des bois précieux, du marbre également, du cuir, du cachemire dans certains cas. C'est vraiment le soin qui a été porté au détail est vraiment très poussé. Voilà un des salons principaux avec encore une fois les mêmes recherches d'harmonie chromatique et de matériaux. Alors c'est un salon très agréable qui se prolonge avec des fauteuils extrêmement confortables, qui se prolonge du côté de l'avant par une sorte de jardin d'hiver, comme vous voyez, avec également un mobilier ultra confortable. En voilà encore un autre exemple. Alors, il y a de très nombreux bars dans le bateau. L'intérêt d'un bateau relativement grand comme celui-là, c'est que du coup, l'offre est très vaste. On n'est pas obligé de prendre son café tous les jours au même endroit. On peut le prendre dans différents endroits. Voilà par exemple un café, un bar qui s'appelle le bar de Café Fredo, qui est le café de spécialité. C'est-à-dire que vous pourrez choisir votre café, l'origine de grain, du grain du café, je veux dire, en fonction de vos goûts. Donc c'est vraiment une offre de luxe extrêmement importante. Et dans la journée, quelle que soit l'heure du jour ou du soir, du reste, vous pourrez y goûter des petits encas, des amuse-gueules qui sont à disposition. Alors, parmi les nombreux bars du bateau, il y en a un qui est tout à fait intéressant, qui est un bar à whisky, que vous avez sous les yeux. Vous pourrez déguster toutes sortes de whisky du monde entier, y compris les fameux whisky japonais. Donc, pour les amateurs d'alcool, et de cet alcool en particulier, c'est une très bonne occasion d'avoir un bar dédié. Et puis à côté du bar dédié, il y a également un fumoir dédié où vous pourrez goûter des cigares. Donc il y a un bar à cigares et un fumoir où vous pourrez à la fois siroter votre whisky et fumer un bon cigare en même temps. Tout ça dans le bateau, ce qui est assez rare parce qu'en général les bateaux sont des espaces intégralement non fumeurs.
Alors, dans le même esprit, toujours aussi exclusif, il y a une salle qui est réservée au billard que vous avez sous les yeux. Et le billard que vous avez en photo, il est monté sur des vérins. C'est-à-dire que même s'il y a un petit peu de mer et si le bateau bouge un petit peu, le plateau du billard restera toujours parfaitement horizontal. Donc, encore un petit raffinement, un petit détail qui fait que ce navire est particulièrement original et surtout luxueux. Voilà la salle de conférence où je vous retrouverai à plusieurs reprises. C'est là où nous nous retrouverons pour toutes sortes de discussions, d'événements, etc., qui auront lieu à cet endroit-là. Historiquement, le parrain des voyages de Sophie, c'est Pierre Arditi. Et nous avons approché Pierre Arditi pour qu'il participe également à cette croisière, ce qui, sur le principe, il n'a pas refusé. Donc, on a bon espoir d'avoir Pierre Arditi avec nous sur le bateau. Et c'est vraisemblablement dans cette salle-là également qu'il nous fera une causerie au cours de la croisière. Alors, il y a d'autres endroits où nous donnerons rendez-vous. Voilà la grande salle de spectacle du navire. Elle n'est pas conçue comme une salle de spectacle à proprement parler, c'est plutôt un grand salon très ouvert. Et les spectacles qui se donnent sur scène, à droite, sont des spectacles de cabaret plutôt. Donc il y a des chanteurs, des musiciens, de la danse un petit peu, des acrobates éventuellement. Mais c'est vraiment des spectacles très visuels. Et même si vous ne parlez pas anglais, pardon, vous pourrez très, très facilement suivre ces spectacles. Alors, indépendamment des grands salons dont je vous ai parlé, des salles de spectacle dont je vous ai parlé, il y a également énormément de ponts extérieurs avec une offre de loisirs qui est très vaste. Comme vous avez compris, c'est un grand bateau et par conséquent, il y a beaucoup de piscines différentes. Voilà la piscine principale du bateau. J'attire votre attention sur les chaises longues qui se trouvent à gauche, là, qu'on voit sous la passerelle. Elles sont très larges, elles sont extrêmement larges. C'est-à-dire que dans n'importe quel autre bateau, on aurait une vilaine chaise longue en plastique avec un filet en plastique. Là, on a une chaise longue très confortable, recouverte de simili-cuir avec une serviette très épaisse, très agréable. Alors, cette piscine, dans la journée, sert de piscine, mais comme vous voyez, elle peut être particulièrement peu fréquentée. Et le soir venu, quand il commence à faire nuit et qu'il fait complètement nuit, elle sert de salle de cinéma. Et on vous remettra à ce moment-là un casque haute fréquence qui vous permettra d'entendre le son associé au film sans déranger vos voisins. Donc c'est encore une fois un confort tout à fait appréciable dans un bateau, dans un grand bateau luxueux comme celui-là. Un très grand choix de piscines comme celle-là, une piscine à débordement, une piscine infinity comme on dit, avec encore une fois les chaises longues qui débordent légèrement sur la piscine et qui sont très vastes. Des jacuzzis, en voilà un par exemple, en voilà d'autres également. De chaque côté du bateau, il y a des très grands jacuzzis en longueur comme ça qui permettent de se détendre avec la vue sur la mer, ce qui est très très agréable, très appréciable. Encore, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer à nouveau les chaises longues du bateau, qui ne sont pas des transats ordinaires, c'est vraiment des véritables lits de repos très vastes qui sont accompagnés de couvertures confortables où on peut passer du temps à regarder le paysage de la mer ou à se détendre tout simplement. Alors, comme c'est un bateau qui est très ouvert, il y a énormément d'équipements sur le pont. Il y a des salons multiples sur le pont, sur les différents ponts. Et on a pratiquement de partout une très belle vue sur l'extérieur. Alors là encore, à la différence des navires traditionnels où on a une vilaine chaise en plastique qui résiste au mauvais temps, sur Explora 2, vous avez un véritable mobilier confortable, comme on voit ici par exemple, qui vous accompagne à l'extérieur. Alors à l'intérieur, maintenant, passons à l'intérieur. Voilà un palier d'un des ponts du navire. Et vous voyez ici l'endroit où se retrouvent les ascenseurs principaux du bateau. Regardez le luxe qui est apporté au choix des matériaux, le marbre par exemple, la décoration du luminaire qui est presque une œuvre d'art à elle toute seule. De même que le canapé au centre de la pièce, c'est une sorte de divan très étonnant qui a été conçu ici spécialement pour la pièce en question. Alors, beaucoup d'artistes, de designers ont contribué à la décoration du bateau et le choix des couleurs, vous voyez, on va le retrouver partout à l'intérieur du navire. Donc, voilà une des coursives, par exemple, mais on va passer plutôt à une des suites. Voilà. Alors là, vous avez une des suites qui est une des suites de base du bateau. C'est pas une suite de luxe, c'est une suite tout à fait simple. C'est une très grande pièce en réalité qui est divisée en deux avec un coin salon, comme on voit ici à gauche, et puis un coin nuit, comme on voit ici à droite. Encore une fois, des matériaux précieux, nobles, des moquettes épaisses, du cachemire, du cuir, des tissus nobles ont été choisis pour habiller cette pièce. Vous voyez que les deux parties, nuit et salon, sont séparées par une étagère en épi dans laquelle on trouve également des œuvres d'art
des livres qui sont à disposition. Donc on profite de cet univers d'agrément tout au long de la croisière. Voilà une autre vue de la même suite, mais vue de l'autre côté cette fois-ci, qui se prolonge. La suite se prolonge, comme vous voyez, sur une grande terrasse, un grand balcon ou une grande terrasse qui donne encore plus de profondeur à la pièce. Vous voyez sur le mur à gauche un téléviseur à écran plat. Il fait 1,40 m de long. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, c'est absolument énorme. Donc que vous soyez au fond de votre lit ou sur le canapé en face de la télévision, vous verrez très très bien l'écran, quoi qu'il arrive. Alors cette suite est accompagnée de plein de petits gadgets qui la rendent particulièrement confortable. Alors, on va commencer par cela, par exemple. Il y a bien entendu un minibar qui sera garni tous les jours avec les alcools de votre choix ou les boissons de votre choix, mais il y a par ailleurs un placard dans lequel vous allez trouver des verres, de la vaisselle, des tasses à thé ou à café, et puis une machine expresso qui fera du café, et puis une théière chauffante pour vous faire à boire pratiquement à volonté. Et puis il y a également un coffre-fort, comme dans toutes les cabines dignes de ce nom. Simplement, ce coffre-fort est particulièrement grand. Je vous l'ai mis en photo à côté d'un ordinateur pour que vous vous rendiez bien compte de la taille de ce coffre dans lequel un ordinateur rentre très confortablement sans aucun problème. Donc une cabine qui est très luxueusement équipée avec un minibar, avec un coffre-fort, avec un placard pour le thé et le café, tout ça distinct. Mais c'est pas tout. Il y a également dans la cabine un thermostat pour régler la température de votre cabine au demi-degré près. Et c'est de l'air conditionné qui marche. Vous pouvez également régler le débit d'air. Alors, vous êtes probablement habitué à l'air conditionné dans les navires un peu plus anciens. Souvent, ça marche de façon un peu aléatoire. Parfois, c'est bruyant. Là, il n'y a absolument aucun bruit du tout. Et on peut régler au demi-degré près. Donc, c'est un luxe tout à fait appréciable. Et quant au lit, que vous voyez ici à droite, il est accompagné d'une petite table de nuit dans laquelle le caisson lumineux, enfin le caisson s'allume en fait quand vous posez le pied par terre. Vous êtes dans votre lit, vous avez envie de vous rafraîchir pendant la nuit, vous allez sortir du lit, poser le pied par terre, le bas du caisson va s'allumer et vous montrer le chemin pour aller jusqu'à la salle de bain. Sur la table de nuit, vous voyez également une sorte de petit rond un peu particulier. Quand vous posez votre téléphone portable dessus, il va se recharger automatiquement sans même que vous ayez à le brancher. Bon, c'est ce genre de détails en fait qui vous font prendre conscience que vous êtes vraiment dans un navire complètement hors du commun, complètement luxueux. Et encore une fois, je pense que les standards du luxe vont être repoussés encore avec la naissance de la flotte Explora. C'est Explora 2, mais il y a déjà Explora 1 qui a été lancé. Et il y en a 4 autres qui sont prévus. Donc c'est vraiment toute une flotte qui va bientôt sillonner les mers du monde dans ce cocon de luxe. Alors, entre la suite elle-même et la salle de bain, il y a un espace qui sert de dressing, le voilà. C'est pas un simple placard, c'est vraiment une véritable pièce dans laquelle on peut rentrer, dans laquelle il y a des placards pour mettre toutes ses affaires, des grandes penderies également pour mettre toutes ses affaires, des vitrines dans lesquelles on peut ranger ses bijoux, on peut ranger sa maroquinerie, éventuellement ses ceintures, ses montres, etc. Et le fond du dressing est occupé par une coiffeuse comme on voit ici, avec un pourvu d'un petit fauteuil. La coiffeuse s'ouvre, il y a à l'intérieur un- une- un séchoir chauffant, pardon, et un miroir grossissant. Donc c'est vraiment tous les accessoires du luxe sont prévus pour rendre cette croisière agréable et que vous puissiez vous pomponner confortablement. On va passer maintenant, alors, le dressing est aussi équipé d'un petit plateau sur lequel vous pourrez mettre vos chaussures et en déposant ce plateau dans votre suite, vos chaussures seront cirées et rendues le lendemain matin. Donc c'est vraiment extrêmement confortable. Encore une fois, c'est pas du tout une suite de luxe que je vous montre, hein, c'est la suite de base. La suite est vraiment standard. Voilà la salle de bain qui est entièrement recouvert, enfin les panneaux de la salle de bain sont entièrement recouverts de marbre, comme on voit ici. Voilà la douche avec une douche euh, jet de pluie au plafond et puis une douche traditionnelle accrochée au mur. Voilà la vue de l'autre côté avec une ottomane, un petit siège également en marbre où on peut s'asseoir. Et puis voilà la vue sur la douche principale. Alors, dans la salle de bain, exactement comme dans la pièce, il y a des petits gadgets, entre guillemets, mais qui donnent vraiment toute sa valeur à un voyage à bord d'Explora. Sur la gauche, vous voyez ici un interrupteur qui permet de chauffer, figurez-vous,
la température du sol de la salle de bain. Donc quand vous allez sortir de votre douche, pour éviter d'avoir les pieds froids au contact du marbre, vous pourrez chauffer au préalable le marbre de votre salle de bain et vous n'aurez pas froid aux pieds. Et puis il y a également, comme on voit ici à droite, une petite, euh, une petite ampoule qui se clip dans l'interrupteur qui permet d'avoir de la lumière très très douce. Donc même la nuit, si vous voulez vous rendre dans votre salle de bain sans allumer la lumière, clipez simplement cette lumière à l'intérieur et vous aurez une lumière douce qui vous accompagnera dans cette pièce. C'est ce genre de petits détails qui fait que le bateau est particulièrement confortable et qu'on a vraiment envie de s'y poser. Alors, j'ai parlé de l'intérieur un peu longuement, parlons maintenant de l'extérieur de votre suite. C'est un grand balcon, très très grand comme on voit ici, avec deux chaises, une table et puis un véritable lit de repos qui est recouvert de ce matériau en simili-cuir très confortable et très agréable. Et puis il y a également une couverture en cachemire qui vous attend pour vous reposer, regarder le paysage défiler. Et puis, si vous avez envie, vous pourrez également profiter du balcon, de la terrasse, pour vous commander un petit déjeuner qui vous sera apporté à la seconde près, alors que vous aurez prévu dans votre demande. Donc, vraiment, euh, tout est fait en fait pour vous rendre la vie facile et confortable. Voilà d'autres endroits où vous pourrez prendre votre petit déjeuner, des terrasses extérieures proches de la salle à manger, où naturellement vous pourrez apporter vos repas sans aucun problème. Et vous voyez que il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a jamais de monde nulle part, et on trouve toujours une table où s'asseoir sans jamais avoir à attendre. C'est vraiment extrêmement appréciable, surtout sur un bateau comme celui-là. Alors j'ai parlé de la cuisine, et c'est vrai que la gastronomie, c'est un des points forts des voyages organisés par les voyages de Sophie. Et Sophie Vivesapi a mis son point d'honneur à faire en sorte que ces voyages soient tous accompagnés de gastronomie. Eh bien, dans Explora 2, dans le bateau dont je vous parle, pour la croisière Méditerranée dont je vous parle, il y a un gigantesque buffet. Alors, il y a le choix de plusieurs restaurants. Il y a le choix entre 5 restaurants différents plus le buffet. Voilà le buffet pour commencer. Alors, ne vous attendez pas du tout à un buffet grossier, comme c'est le cas souvent, où les gens se bousculent avec leurs assiettes pour vous prendre devant le nez le mets qui vous intéresse. Là, au contraire, tout est vitré. Vous allez commander à un garçon qui se trouve derrière, à un serveur qui se trouve derrière, ce qui vous intéresse. Il va vous le préparer dans la cuisine qui se trouve immédiatement derrière. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais à l'arrière-plan, on voit que en fait, le grill est ouvert et c'est là qu'on va faire cuire votre repas. Donc, vous n'aurez pas un vieux machin réchauffé qui traîne dans un truc avec le feu en dessous. Vous aurez un repas qui sera préparé à la minute et réchauffé à la minute, rien que pour vous. Donc, c'est extrêmement agréable. Alors, il y a différents pôles dans ce buffet. Il y a il y a un buffet pour les sushis, pardon, un buffet pour les légumes, un buffet pour la viande. Il y a un buffet pour les poissons et les fruits de mer. Il y a même, figurez-vous, un banc d'huîtres, tenez-vous bien, avec même parfois du homard qu'on vous fait griller à la minute. Donc c'est vraiment une cuisine tout à fait raffinée, y compris dans ce qui s'apparente à un buffet. Voilà la pièce à l'intérieur où vous pourrez prendre vos repas, avec le buffet à l'arrière-plan. Et puis, il y a évidemment les fameux restaurants dont je vous parlais, qui sont si importants dans le navire. Pour commencer, en voilà un qui s'appelle Sakura, qui sert de la cuisine plutôt d'inspiration asiatique, alors au sens très large, hein, japonaise, coréenne, chinoise, thaïlandaise, indonésienne. Et on voit à l'arrière-plan, au fond, la cuisine ouverte, dans laquelle les cuisiniers vont préparer les plats que vous aurez choisis. Donc, on va vous proposer un menu. Dans le menu, vous choisirez ce qui vous tente le plus et on vous le préparera et on vous l'apportera. Alors, ne vous attendez pas à un bouillon et à des nouilles chinoises traditionnelles. On est dans un bateau de luxe et du coup, la cuisine est particulièrement raffinée. Vous aurez par exemple des nouilles pad thaï avec du homard, comme en bas à droite. Vous aurez du thon tataki, comme on voit ici à gauche. Et puis, vous aurez, pourquoi pas, comme dessert, une pavlova au citron vert avec une quenelle de glace à la mangue. C'est typiquement le genre de repas qu'on peut avoir au restaurant Sakura avec des saveurs qui mélangent un peu toutes les régions de l'Orient, mais avec une touche de luxe, une touche de raffinement qui est très propre, à mon avis, à ce navire. Ça, c'est Sakura. Voilà le restaurant plus haut de gamme, je dirais, si c'est possible d'ailleurs. Il s'appelle Anthologie, c'est un restaurant à supplément qui est plutôt axé sur la cuisine internationale de très très grand luxe, très raffiné
C'est une cuisine où de très nombreux chefs sont intervenus, des chefs scandinaves, des chefs américains, mais Thierry Marx également, par exemple, a collaboré à la cuisine de Anthologie, le restaurant de Explora 2. Donc c'est vraiment un restaurant très haut de gamme qui serait susceptible d'avoir des étoiles s'il était à terre. Voilà quelques exemples de plats qu'on peut manger à Anthologie avec des mets qui sont des mets très nobles, avec bon, du caviar, des coquilles Saint-Jacques, du homard, comme vous voyez, et puis un soufflé, comme on voit ici au centre. Alors, l'autre restaurant plus, comment dire, tout venant du bateau, il s'appelle Club Med. Yacht Club Med, pardon, et c'est un restaurant plutôt d'inspiration italienne. Alors on peut y manger ben, du poulpe grillé, de la burrata avec de la compotée de tomates ou par exemple un- une petite crème renversée, une panna cotta, pardon, aux pistaches et aux pralines. Alors c'est quelques exemples seulement de la cuisine qu'on peut manger à bord d'Explora dans ce restaurant. Mais il y a évidemment tout un menu qui est possible. Voilà maintenant le restaurant qui s'appelle Le Fil Rouge, qui est un restaurant plus d'inspiration française, celui-là. Et vous pouvez y trouver au menu ben, un soufflé au chocolat, un carpaccio de Saint-Jacques qui est couronné par une quenelle de caviar. Ça n'est absolument pas des plats extraordinaires. Tous les jours au menu, vous avez ça. Donc vous pouvez choisir si ça vous tente de prendre un carpaccio de Saint-Jacques avec une quenelle de caviar au-dessus. C'est tout à fait possible. Et puis voilà, en voilà un que j'aime beaucoup personnellement, qui s'appelle Marble et qui sert essentiellement de la viande. Alors on est dans un bateau, mais en même temps, les gens aiment bien manger la viande, donc c'est normal qu'il y ait un restaurant de viande sur le bateau. Et comme tous les restaurants précédents, il est accompagné de sa propre cuisine, donc vous choisirez le morceau de viande qui vous convient le mieux. C'est essentiellement du bœuf, mais pas que. Et parmi les morceaux de bœuf, on vous fera choisir entre du wagyu, de l'aubrac, euh, du bœuf écossais, du black angus ou du red angus, avec un vieillissement plus ou moins important jusqu'à 14 mois de maturation. Donc c'est vraiment de la très très bonne viande, très raffinée que vous goûterez ici, accompagnée de l'accompagnement signature de Marble, qui est de l'écrasé de pommes de terre au beurre de Normandie avec une quenelle de caviar sur le dessus. Donc vraiment de très très bons repas en perspective. Et puis une fois qu'on a mangé, évidemment, il faut perdre le poids qu'on a accumulé. Donc il y a sur le bateau une salle de sport, une salle de fitness avec des équipements de dernière génération, comme on voit ici à droite. Et puis moi, j'avais jamais vu ça sur aucun bateau, mais il y a un prolongement de la salle de fitness à l'extérieur, avec, comme on voit ici, des vélos d'extérieur ou pourquoi pas, comme à droite ici, des rameurs. Donc tout est fait en fait pour rendre le séjour agréable, profiter du plein air, du beau temps, du soleil, dans un cadre tout à fait agréable. Alors disons un mot maintenant de la croisière elle-même. J'ai parlé assez longuement du bateau sur lequel vous alliez naviguer pour cette croisière. Il faut dire maintenant un mot de la croisière. C'est une croisière qui est assez facile. D'abord, elle est facile parce qu'on est seulement à 3 heures de Paris, on est seulement à 3 heures d'Athènes. Donc, ce n'est pas une croisière qui est fatigante du point de vue des déplacements et du transport. C'est également une croisière qui est facile parce que même si vous avez du mal à vous déplacer, même si vous avez du mal à marcher, il n'y a pas, sauf à Mykonos, il n'y a pas de déplacement, de débarquement en chaloupe. Vous débarquez systématiquement à quai. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus simple. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Et une fois qu'on est à terre, toutes les excursions sont faciles. Il n'y a pas de grande marche à pied, il n'y a pas de grande station debout dans un musée épuisant. Tout est assez facile et assez simple. Donc c'est vraiment une croisière qui est faite pour tout le monde, pour les grands-parents et leurs petits-enfants s'ils veulent, ou pour des adultes, même s'ils ont, encore une fois, du mal à se déplacer. Alors, la croisière commence à Athènes, après 3 heures de vol seulement, et vous allez arriver dans la capitale de la Grèce moderne, mais qui est également la capitale de la Grèce antique. Et c'est cette superposition, cette juxtaposition de l'ancien et du moderne qui fait que la ville d'Athènes est si attachante, parce qu'elle est dominée, enfin le centre-ville est dominé par la colline de l'Acropole que vous avez ici sous les yeux, avec au sommet le temple du Parthénon. Mais en même temps, c'est une ville qui est assez vivante parce qu'elle est très moderne, très active, très dynamique. C'est une des capitales de l'Europe. Et vous aurez un petit peu de temps pour voir tout ça avant de l'embarquer. Alors évidemment, vous irez voir
le temple qui couronne l'Acropole, qui est le Parthénon, qui a été construit au 5e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque du siècle d'or. Il a été construit par Ictinus sous le règne pardon, de Périclès. C'est vraiment l'âge d'or de la Grèce antique, on est à l'époque classique. Et c'est un bâtiment qui va ensuite être copié maintes et maintes fois et qui va servir d'exemple à beaucoup d'architecture au fil du temps. Vous irez voir également à proximité l'Érectéion avec ces sculptures tout à fait remarquables qui servent à soutenir la frise de l'Érectéion et qui sont des statues colonnes euh, tout à fait originales qui datent de la même époque. Et puis, quand vous aurez eu visité le sommet de la colline de l'Acropole, vous irez dans les contreforts de l'Acropole, dans le quartier de Plaka, qui est très agréable, où il y a énormément de bistrots, de cafés, de terrasses agréables, de petits restaurants, plein de boutiques également où trouver des souvenirs un peu ordinaires et d'autres moins ordinaires, parce qu'il y a beaucoup de petits créateurs qui ont leur boutique à Plaka. Donc vous verrez tout ça. Et puis, à proximité de l'Acropole, il ne faut pas manquer évidemment le musée de l'Acropole, qui est un bâtiment très spectaculaire, qui a été construit à proximité immédiate de l'Acropole et de ses bâtiments. Et ce qui est intéressant, c'est que vous verrez en fait dans le musée, par la vitre, on voit l'Acropole lui-même, d'où sont originaires les œuvres qu'on voit. Elles ont toutes été protégées elles ont toutes été mises à l'abri dans le musée, mais on peut voir d'où elles viennent à travers les fenêtres. Alors, vous allez avoir une reconstitution des différents frontons du Parthénon. Vous aurez également une reconstitution de la frise du Parthénon en grandeur réelle, tout à fait remarquable. Et puis, vous aurez d'autres éléments qui viennent de l'Acropole qui seront ici protégés. Les fameuses cariatides de l'Érectéion dont je vous ai parlé il y a une seconde, ce sont des copies qui sont sur place. Les originaux, les voilà. Elles sont mises à l'abri dans le musée de l'Acropole. Donc, c'est à la fois un tour de force technologique, muséographique et en même temps c'est un musée tout à fait spectaculaire pour les amateurs d'archéologie. Alors, Athènes, c'est pas uniquement une grande ville dynamique qui est occupée en son centre par des vestiges de l'Antiquité grecque classique. C'est aussi un grand port. En fait, le port d'Athènes s'appelle le Pirée, il se trouve à quelques distances d'Athènes, et on voit ici très bien sur la photo la mer à l'horizon. C'est au port du Pirée que vous allez prendre le bateau dont j'ai parlé longuement et sur lequel vous allez embarquer pour votre croisière. Alors, la seconde escale, après Athènes, après une nuit de navigation, vous allez arriver à Patmos. Alors Patmos, c'est une ville qui se trouve dans les Cyclades orientales, un archipel qu'on appelle le Dodécanèse, parce qu'il y a 12 îles principales à cet endroit-là. C'est une petite île, Patmos, mais c'est une île qui a énormément, énormément de charme. C'est une île qui est plutôt fréquentée par... il y a évidemment des plages, on peut y aller pour faire du tourisme balnéaire, mais c'est une île qui est plutôt fréquentée par des intellectuels, je dirais les amateurs de la religion également, parce que c'est là, c'est à Patmos traditionnellement que se trouve la grotte où, selon la légende, Jean a écrit son évangile. Beaucoup d'auteurs, Laurence Durel, Bruce Chatwin par exemple, Emmanuel Carrère, Michel Déon, ont passé ou passent leurs vacances à Patmos, qui est encore une fois un endroit très très particulier de ce point de vue-là. Alors, dans l'île, vous ne manquerez pas d'aller visiter, bien entendu. Alors, il y a malgré tout quelques plages, hein, comme celles qu'on voit sous les yeux, vous avez sous les yeux. Donc, vous pourrez également faire une petite balade et, à faible distance du bateau, aller trouver une plage où vous baignez. Mais vous ne manquerez pas évidemment d'aller visiter le monastère qui a été construit à partir du 9e siècle et qui a été fortifié au fil du temps pour résister évidemment aux différents occupants, conquérants qui sont intéressés à la région, les Arabes, les Turcs, etc. Et le monastère est toujours resté debout. Alors, il est extrêmement important parce qu'il abrite une bibliothèque qui abrite environ 4000 volumes, très précieux, très rares, de littérature byzantine. Alors, autant à Athènes, on était vraiment au cœur de la Grèce antique, autant là, on est au cœur de la Grèce médiévale. Byzance est l'autre nom de la Grèce médiévale, parce que la capitale de la Grèce à cette époque-là, ça n'était plus Athènes, c'était Constantinople, dont le nom précédent était Byzance. Donc on est dans un des sites principaux de l'Empire byzantin. Alors voilà maintenant une petite rue de Patmos, une rue typique hein, de ces îles de la mer Égée orientale.
Et puis vous irez voir également vraisemblablement la chapelle et la grotte dans laquelle la grotte de l'Apocalypse, dans laquelle l'apôtre Jean aurait écrit son évangile. Alors, on appelle la grotte de l'Apocalypse parce qu'en grec, la révélation, ça se dit apocalypti. Et donc, c'est là que Jean aurait eu sa révélation de l'écriture de son évangile. Alors, il a été écrit vers 90 après Jésus-Christ, mais vraisemblablement, c'est à cet endroit-là qu'il a été écrit parce que Jean a probablement été chassé de Palestine pour aller s'installer dans un endroit plus éloigné. Alors après Patmos, nous allons faire une navigation d'une journée entière au cours de laquelle vous pourrez visiter le bateau, tester ses différents restaurants, sa salle de sport, pourquoi pas, ses salles de spectacle. Vous pourrez assister à une de mes conférences, je l'espère, et nous arriverons le lendemain matin à Istanbul. Alors Istanbul, c'est une ville absolument phénoménale et vraiment, je vous invite à vous trouver sur le pont au moment où on rentre dans la ville parce que c'est une arrivée absolument époustouflante. C'est à peu près aussi, enfin, c'est à mon avis aussi singulier et aussi exceptionnel que d'arriver à New York par bateau quand on a traversé l'Atlantique et qu'on rentre dans la baie de New York. Arriver à Istanbul, c'est également une expérience tout à fait extraordinaire. Là, vous avez une vue de la ville avec à droite, en haut, la rive asiatique. Et puis devant nous, au premier plan, et à gauche, la rive européenne. La ville, en effet, se trouve à cheval entre deux continents. Et cette situation tout à fait exceptionnelle la rend unique, absolument unique. Alors, vous avez ici une vue générale de l'ancien quartier d'Istanbul et nous ferons une escale assez longue. On arrive le matin de bonne heure et on part seulement en fin de soirée le jour même, à 2 heures du matin exactement. Donc vous aurez toute une journée et toute une soirée à Istanbul. Et il se trouve que le port où le bateau sera à quai se trouve dans le centre, dans l'hypercentre de la ville. Voilà une vue du port d'Istanbul où nous serons à quai. Et il se trouve que tout récemment, on a construit, établi une gigantesque galerie marchande très agréable avec beaucoup de cafés, beaucoup de bars, des terrasses également, où on peut très, très commodément faire ses courses. Donc en sortant du bateau, finalement, à 50 mètres du bateau, même pas, vous pouvez aller faire des courses, prendre un verre, vous rafraîchir et aller vous balader. Mais bien entendu, les voyages de Sophie ont prévu pour vous des excursions à Istanbul. La première d'entre elles vous conduira à Sainte-Sophie, qui a été, c'est aujourd'hui de nouveau, c'est une mosquée, mais ça a été pendant très très longtemps une église. Elle a été construite par l'empereur Justinien au VIe siècle après Jésus-Christ. C'est donc une église extrêmement extrêmement ancienne. Et les minarets que vous avez sous les yeux ont été rajoutés à l'époque, au XVIe siècle, à l'époque où l'église chrétienne a été transformée en mosquée. Mais l'église chrétienne demeure et elle reste encore extrêmement, extrêmement émouvante. Quand on rentre à l'intérieur, par exemple, on est absolument sidéré par l'épaisseur des murs, par les colonnes, par la hauteur de la voûte également, qui est très, très élevée. Et de penser que tout ça, ça date du VIe siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire presque à la charnière entre l'Antiquité et le Moyen Âge, c'est absolument saisissant. Alors cette église est très importante pour cette raison historique, et puis également parce que Sainte Sophie, tout simplement, va servir de modèle à toutes les grandes mosquées ottomanes, à commencer par la première d'entre elles, la plus proche également, qui est la mosquée bleue. Vous avez sous les yeux, c'est une grande mosquée impériale, reconnaissable à ses 6 minarets qui s'inspire directement, évidemment, de Sainte-Sophie. Mais autant Sainte-Sophie a été construite au VIe siècle après Jésus-Christ, autant la mosquée bleue a été construite au XVIIe siècle après Jésus-Christ, donc beaucoup, beaucoup plus récemment. Et elle est du coup plus homogène. Elle a regardé l'étagement des coupoles, des demi-coupoles qui forment une espèce de petite colline qui conduit finalement à la coupole centrale. Alors à l'intérieur, bien entendu, ça ruisselle de faïence et de mosaïques où le bleu domine, cette couleur si particulière que les Turcs ottomans avaient réussi à réaliser dans les faïenceries d'Iznik notamment. Alors voilà, vous serez sans doute stupéfait par l'ampleur du monument, une espèce d'aspiration vers le haut, vers le sommet de la coupole. Et puis à proximité des deux monuments dont je viens de parler, Sainte-Sophie qu'on voit au fond et puis la mosquée bleue qu'on voit à droite, se trouve la place de l'hippodrome. Alors, dans l'Antiquité et à l'époque du Moyen Âge, cet hippodrome, c'était là qu'avaient lieu les fêtes, en fait,
de Constantinople, les fêtes de Byzance et de Constantinople. Alors, alors cette place, maintenant, elle a une forme très allongée, un peu comme un rectangle allongé, mais il faut imaginer de part et d'autre des tribunes avec des gens qui encourageaient les équipes de leur choix. Il y avait des courses de charme, il y avait également toutes sortes de jeux qui avaient lieu à cet endroit-là. Et le centre de la place était occupé, et le centre du stade, du reste, était occupé par des obélisques qu'on voit encore, par exemple, celle du premier plan. Elle vient d'Égypte, elle a été taillée à l'époque de Toutmosis III, par exemple. Donc c'est vous dire, on est ici dans un endroit tout à fait exceptionnel. Alors, à côté des mosquées, à côté de l'hippodrome, se trouve le grand bazar que vous avez sous les yeux. C'est un gigantesque marché couvert, en fait, un véritable labyrinthe également. Oui, ça, c'est une vue d'avion, on voit les toits qui s'emboîtent les uns dans les autres, c'est tout à fait spectaculaire. Et puis un peu à la manière des marchés du Moyen Âge, ce bazar reprend d'une certaine manière, tout est sectorisé à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un quartier où on trouve de l'argenterie, un quartier où on trouve plutôt des bijoux, un quartier où on trouve plutôt de l'alimentation, un quartier où on trouve plutôt de la maroquinerie, etc. Donc c'est extrêmement amusant, agréable et pittoresque de se balader dans ce marché, qu'on ait des courses à y faire ou pas. Dans tous les cas, c'est une expérience évidemment à tenter qui complète la journée à Istanbul. Alors cette journée, elle se termine donc très tard, hein, on va quitter la ville à 2 heures du matin. Mais avant de partir, ou avant de vous coucher, allez jeter un œil depuis votre terrasse ou depuis un point extérieur, allez jeter un œil à la ville parce que toutes ces monuments principaux sont éclairés et c'est vraiment un spectacle inoubliable. Istanbul est une ville tout à fait exceptionnelle en ceci qu'elle superpose différentes strates historiques. D'abord, la strate grecque très ancienne, à l'époque où Byzas, le colon, a fondé la ville. On est au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et puis ensuite, à l'époque où elle est devenue une grande métropole chrétienne avec l'empereur Constantin, puis l'empereur Justinien, une métropole byzantine, et puis enfin quand elle a été occupée par les Ottomans. Donc c'est, à ma connaissance, une des rares villes du monde, avec peut-être Rome, où sur le même endroit se superposent des strates de culture et de civilisation qui donnent à cette ville son caractère si exceptionnel. Donc encore une fois, c'est une escale absolument phénoménale qui, à mon avis, mérite le voyage à elle toute seule. Alors, après l'escale d'Istanbul, nous nous rendrons à Kushadasi. Alors là encore, on a une journée de mer avant d'atteindre Kushadasi. L'occasion d'échanger vos numéros de téléphone avec vos compagnons de voyage, de goûter dans de nouveaux restaurants, d'assister à une de mes conférences, de vous détendre sur le bateau dans l'un ou l'autre de ces jacuzzis ou dans ces piscines. Et puis nous arriverons le lendemain matin à Kushadasi. Alors Kushadasi, c'est une grande ville moderne, c'est devenu une cité balnéaire turque assez appréciée parce qu'il y a des grandes plages à proximité. Le nom turc, c'est l'île aux oiseaux. L'île aux oiseaux, on comprend très bien pourquoi. Parce qu'il y avait, fermant le port de Kushadasi, une île qu'on voit très bien ici, avec une citadelle construite par les Vénitiens. Toute cette région d'Asie mineure a été très disputée entre l'Orient et l'Occident pendant la plus grande partie du Moyen Âge. Donc c'est la raison pour laquelle les Vénitiens avaient construit des places fortes tout au long de cette route pour aller à Constantinople, faire remplir leurs bateaux des épices, de l'encens, de l'or, etc., qui provenaient des grandes routes caravanières qui avaient traversé l'Asie. Bref. C'est une région très intéressante et la ville de Kushadasi conserve donc le souvenir de ces traditions locales. Alors, on va faire une excursion à proximité de Kushadasi sur le site de la ville d'Éphèse. Éphèse, que vous avez sous les yeux, a été construite au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une ville donc grecque antique, à l'époque où toute la côte d'Asie mineure, la région qu'on appelait la Ionie, était une des régions les plus prospères de tout le monde grec antique. Et Éphèse est la capitale de la Ionie. C'était une ville très importante. C'est également un port. Alors aujourd'hui, la ville se trouve à 7 kilomètres du bord de la mer parce qu'elle est également construite au bord d'un fleuve. Et les alluvions du fleuve, au fil du temps, ont ensablé les ports et ont repoussé la bande littorale, si bien que Éphèse, maintenant, se trouve carrément en pleine terre, au milieu des terres. Mais c'était un grand port à l'origine et c'était une ville très, très prospère. Encore une fois, la plus dynamique et la plus importante de tout le monde antique dans cette région de la Grèce. Voilà la fameuse bibliothèque de Celsius qui a été remontée et qui est un des monuments les plus spectaculaires d'Éphèse. Dans bien des cas,
les séries monumentales qu'on peut voir en Asie mineure, qui sont toutes d'origine grecque, sont plus belles ou mieux conservées que celles qu'on trouve en Grèce continentale, aussi paradoxal que ça paraisse. Parce que les nouveaux colons grecs arrivés en Asie mineure avaient à cœur de faire des monuments qui soient absolument somptueux, qui dépassent en splendeur tous ceux qu'il y avait en Grèce continentale. C'est à ce point vrai que le fameux temple d'Artémis qui se trouve à Éphèse était considéré comme une des sept merveilles du monde. C'est tout à fait étonnant d'avoir en tête que finalement, parmi les sept merveilles du monde, il y en avait plusieurs qui se trouvaient sur la côte d'Asie mineure. Je pense également au tombeau du roi Mosol à Halicarnasse ou du colosse de Rhodes, par exemple, qui se trouve également sur la côte d'Asie mineure. Donc c'était vraiment une région qui était très très riche. Et on pourra voir également à proximité d'Éphèse donc, les fameuses ruines du temple d'Artémis, qui était considérée comme une des sept merveilles du monde. Il y a bien entendu un théâtre très spectaculaire. Il y a plusieurs milliers de spectateurs qui pouvaient prendre place dans le théâtre d'Éphèse et assister à des représentations de toutes sortes. Et puis vous irez probablement voir également à proximité, dans la ville de Seltchouk, il y a une très jolie mosquée. Et puis il y a surtout cette petite maison qu'on appelle volontiers la maison de la Vierge, dans laquelle la Vierge serait morte. Alors vraisemblablement, c'est une tradition religieuse qui n'est pas très, comment dire, attestée par la réalité, puisque la maison que vous avez sous les yeux a été construite au XIIIe siècle. Mais peut-être, néanmoins, sur cet emplacement que la Vierge serait morte donc à l'époque. Alors, Couchette d'Assis, c'est une très belle escale, comme vous avez compris, où on voit énormément de choses, à la fois culturelles et religieuses, mais c'est également un marché. Il y a un marché, un bazar assez important. Si vous n'avez pas eu le temps de faire vos emplettes à Istanbul, vous aurez le temps d'en faire à Couchette d'Assis, où vous trouverez, eh bien, de gauche à droite, du safran, des loukoums, de la maroquinerie, du kilim, des babouches, de la céramique, ou encore une fois, des petits objets d'artisanat. Donc, c'est la dernière chance que vous avez de ramener des objets d'artisanat turc, ça va être à Kuchadassi. Et puis après Kuchadassi, une nuit de navigation, et on arrive à Mykonos. Alors Mykonos, c'est un univers très différent. On est vraiment au cœur de la Grèce balnéaire. C'est un endroit qui a été reconnu, fréquenté, apprécié par la jet set du monde entier depuis très longtemps maintenant. Et il y a énormément d'amateurs qui se rendent dans les restaurants, les bars, les cafés, les bistrots et les boîtes de nuit, surtout de Mykonos, qui sont très appréciées. Alors on arrivera le matin à Mykonos et on passera la journée entière, on part à 10 heures du soir seulement, on passera la journée entière dans la ville, dans l'île, pardon, à se balader. Alors Mykonos est connu pour la ville elle-même, que vous avez sous les yeux, où on retrouve toute l'ambiance cycladique, hein, ces maisons qui sont passées à la chaux blanche, les volets bleus, etc., les portes bleues. C'est typiquement cycladique comme atmosphère. C'est très pimpant, il y a beaucoup de boutiques, il y a plein de choses qui sont tentantes qu'on a envie de voir parce que, encore une fois, c'est très original. Il y a beaucoup de créateurs également qui ont leur boutique à cet endroit-là, des galeries. Enfin, il y a vraiment, c'est un endroit très agréable. Mais évidemment, c'est surtout sur les plages que Mykonos a de l'intérêt et vous aurez également des excursions qui vous accompagneront à des plages. Si vous avez envie de vous baigner, c'est encore une fois une très bonne occasion. On est à la fin du mois de juin. Alors, il ne fait pas encore trop chaud, la mer est juste bonne, il n'y a pas encore de monde sur les plages, c'est vraiment une saison idéale pour faire une croisière en Méditerranée dans les Cyclades orientales. Alors, l'escale de Mykonos sera également l'occasion de compléter vos achats. Si vous n'avez pas eu le temps d'en faire à Athènes ou à Patmos, vous pourrez trouver à Mykonos de quoi vraiment faire des cadeaux à tout le monde et vous en faire à vous-même avant de rentrer en France. Et puis, le dernier jour, on va retourner à Athènes. Alors, pas vraiment à Athènes, on va d'abord arriver au port du Pirée, qui est le port d'Athènes, à quelques kilomètres du centre-ville. C'est là qu'on va abandonner notre bateau et abandonner Athènes tout simplement pour retourner en France. Voilà. J'espère vivement que vous nous accompagnerez au cours de cette belle croisière des Cyclades à Lorient en ultra luxe. J'ai parlé longuement du bateau, mais je pense que ça valait la peine, du 15 au 22 juin 2026. Merci beaucoup de votre attention. À très bientôt. Au revoir.